Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue et merci d'être venu pour cette deuxième journée des journées scientifiques de la NRS-MIE. On est très heureux de vous voir aujourd'hui et on va commencer avec une session qui concerne la transmission, bloquer la transmission à différentes échelles. Donc on a 4 intervenants et je vais laisser mon co-modérateur Joachim Louberger présenter la première intervenante. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. C'est mon grand plaisir d'être ici aussi. La première session, c'est bloquer la transmission à différentes échelles et c'est mon plaisir d'introduire Dr Lisa Chakrabarty. Elle est directrice des recherches à l'Institut Pasteur, ici à Paris, et son groupe se focalise à la recherche sur le rôle de réponse T dans les infections virales chroniques. Et son titre aujourd'hui, c'est l'apport de modèles tissulaires en 3D pour comprendre la transmission du virus respiratoire. Dr Chakrabarty. Donc bonjour à tous. Merci à la NRS pour cette possibilité de vous présenter des travaux sur les modèles tissulaires qui effectivement sont un outil qui permet d'appréhender le mode de dissémination des virus respiratoires dans les tissus. Ces modèles sont basés sur des cellules humaines primaires et ils sont cultivés de façon à ce que l'architecture des tissus soit reconstituée. Donc vous savez que nos voies respiratoires sont tapissées d'un épithélium cilié, ceci depuis les fosses nasales, puis via la trachée jusqu'aux bronches et aux bronchioles. Lorsqu'on effectue une biopsie de ces tissus, qui est mise en culture, ce sont les cellules basales qui vont proliférer, car elles sont douées de propriétés régénératrices. Puis la culture est exposée à l'air, la face supérieure des cellules peut être exposée à l'air, ce qui reconstitue les conditions dans lesquelles présentes dans les voies respiratoires. Et cela déclenche la différenciation d'un épithélium qui contiendra encore quelques cellules basales, mais aussi des cellules en gobelet qui produisent le mucus et des cellules ciliées capables, par le battement de leurs cils, de déplacer la couche supérieure de mucus. Donc notre objectif premier a été d'étudier la propagation du SARS-CoV-2 dans cet épithélium bronchial reconstruit. Pour cela, nous avons, pour cette étude, fait appel à un épithélium déjà différencié fourni par la société Epithelix, et nous avons tout d'abord vérifié que l'épithélium était bien différencié, c'est-à-dire pseudo-stratifié, avec apparemment plusieurs couches, et comprenant de nombreuses cellules ciliées et fonctionnellement capables de produire du mucus. Vous voyez ici, dans cette étude en microscopie à balayage, à gauche, une cellule ciliée qui porte à peu près 200 à 300 cils motiles à sa surface, des cils qui font à peu près 7 microns de long et qui battent tous de façon coordonnée. À droite, vous voyez une cellule en gobelet et vous distinguez peut-être les globules ronds de mucus qui sont prêts à être sécrétés. Donc ces deux types cellulaires coopèrent pour effectuer ce qu'on appelle la clairance mucociliée, c'est-à-dire le battement coordonné des cils permettant la remontée de la couche de mucus depuis les bronchioles jusqu'aux bronches, via la trachée et enfin jusqu'au larynx où le mucus est avalé en fait. Et donc les particules inhalées qui sont piégées dans la couche viscoélastique de mucus peuvent ainsi être éliminées et ce mécanisme évite l'encrassage des poumons par les particules, y compris les particules virales. Donc nous avons utilisé ce modèle pour l'infecter par le SARS-CoV-2 et vu que ce virus se répliquait très efficacement et très rapidement dans un épithélium humain bronchique reconstitué.
avec dès J2 un plateau atteint qui se maintient pendant à peu près une semaine. Et vous voyez à droite que l'épithélium a une réponse innée contre ce virus avec la production d'interférons. La production d'interférons bêta est très faible, ça va jusqu'à 4 picogrammes, tandis que la production d'interférons de type 3, ici l'interféron lambda 1, est bien plus importante, on atteint à peu près les 500 picogrammes par ml. Mais vous notez que cette production n'est atteinte que vers le jour 6, alors que le pic de réplication virale à gauche était déjà atteint au jour 2. Donc on a bien une réponse de l'épithélium, mais celle-ci est retardée par rapport à la réplication virale. Donc le virus a un avantage de propagation et vous savez sans doute que le SARS-CoV-2 contient de nombreux gènes qui permettent d'inhiber cette réponse interféron, ce qui explique ce retard de la réponse interféron. Les cellules infectées sont principalement les cellules ciliées qui sont marquées ici en rouge par la bêta-tubuline 4. Et la spike du virus, la protéine de spicule, est ici en vert. Et on voit que le marquage vert chevauche les plumeaux rouges qui correspondent aux cellules ciliées. On voit en coupe transversale au jour 4, donc une infection un peu plus avancée, que les cellules en bas à droite marquées en vert commencent à perdre leurs cils et portent un peu moins de marquage rouge, ce qui suggère que l'infection mène à une perte des cils. On voit également une cellule jaune, une cellule basale, qui commence à s'infiltrer dans l'épithélium, sans doute pour commencer à régénérer le tissu suite aux dommages infligés par le virus. Et par microscopie à balayage, on voit assez clairement que dans l'épithélium infecté au jour 4 à droite, on a une perte des cils motiles en fait. Cependant, on voit que l'épithélium reste continu. On distingue des cellules, donc il n'y a pas de trou dans l'épithélium, comme peuvent l'induire certains autres virus respiratoires, tels que les souches pandémiques de virus influenza. Ici, le SARS-CoV-2 donc, détruit les cils, mais ne détruit pas entièrement les cellules, du moins dans un premier temps. Donc on pense qu'on a une dédifférenciation des cellules ciliées. Maintenant, pour étudier la fonction de clairance mucociliée, nous avons déposé des billes de latex sur cet épithélium, des grandes billes de 30 microns, et vous voyez qu'elles se déplacent toutes dans un épithélium non infecté, et ceci dans la même direction. Les lignes colorées correspondent à la distance parcourue par une bille en 1 minute. Et donc c'est vraiment ce battement coordonné entre différentes cellules qui permet le déplacement efficace de la couche de mucus. Par contre, lorsqu'on a affaire à un épithélium infecté, les billes se déplacent très peu. En fait, ici, c'est au jour 7, et parce qu'on a eu une perte des cils. Et donc, on voit cette perte de fonction de clairance, et on pense que ça pourrait faciliter la propagation du SARS-CoV-2. Donc, pour résumer cette première partie, un épithélium bronchique reconstruit est très susceptible à l'infection par le virus SARS-CoV-2 et on voit que ce virus a un impact en affectant, en limitant la clairance mucociliée. Donc si le mouvement de remontée de la couche de mucus est localement inhibé par l'infection virale, on peut spéculer que les particules virales pourront se propager plus facilement vers les zones les plus profondes des poumons. Et vous savez que c'est lorsque le virus peut atteindre les alvéoles pulmonaires qu'il y a un risque de pneumonie avec destruction de la capacité d'échange gazeux. Et donc la réponse interféron a bien lieu, mais elle est retardée par rapport à la réplication virale, d'où un avantage réplicatif du virus. Dans un second temps, nous avons étudié cette fois-ci dans un modèle reconstruit nasal la comparaison, la réplication des différents variants du SARS-CoV-2 que vous connaissez bien. D'abord la souche originelle Wuhan en noir, le variant D614G qui est apparu très rapidement en bleu, les variants alpha, delta et omicron BA1 en orange.
à la température de 37 degrés, dans cet épithélium nasal reconstruit, on observe une réplication rapide avec un léger avantage d'Omicron en orange. Ce qui était intéressant, c'est que quand on est passé à 33 degrés, qui est plus proche de la température physiologique des fosses nasales. Et là, on voit clairement l'avantage réplicatif d'Omicron BA1 aux étapes précoces. Donc, c'est intéressant parce que ce modèle 3D peut permettre de comprendre pourquoi le variant Omicron s'est propagé d'une façon aussi rapide, fin 2021 et en 2022, et a supplanté tous les autres variants. Il y a bien sûr une capacité d'échappement aux réponses anticorps liées aux mutations dans la spike, mais on pense qu'il y a aussi un avantage réplicatif dans les épithéliums. On voit ici les cils marqués par l'alpha-tubuline acétylée en couleur cyan. À 37 degrés à droite, on voit que la plupart des variants causent une perte de cils avec une zone de moins en moins marquée. Les variants delta et BA1 induisent une perte de cils plus marquée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 33 degrés, ici au jour 4, seul le variant Omicron BA1 semble induire cette perte de cils. Nous avons ensuite réalisé des expériences de RNA sec. Donc ici, j'ai représenté les transcrits viraux, donc les gènes encodés par le virus lui-même, comme ORF1, ORF1. Et vous voyez qu'à 37 degrés en haut, delta D614G et Omicron BA1 se répliquent tous avec un léger avantage pour Omicron BA1. Par contre, à 33 degrés en bas, seul le variant Omicron BA1 a une réplication conséquente, ce qui confirme l'avantage réplicatif de ce virus. Si maintenant on regarde d'autres gènes, ici on a comparé les réplications à 33 degrés, tout ce qui est à droite de l'axe est plus induit à 33 degrés, non, à gauche de l'axe, et tout ce qui est à droite de l'axe est plus induit à 37 degrés. Et ici, nous comparons donc uniquement Omicron à 33 et 37. Vous voyez que les gènes viraux qui sont représentés en orange sont à peu près sur l'axe. Donc, ils sont presque autant exprimés à 33 degrés qu'à 37 degrés. Par contre, les gènes induits par les interférons, Interferon Stimulated Genes, or ISG, représentés en rouge, sont beaucoup plus induits à 37 degrés. Donc, en fait, on perçoit là que le virus, lui, Omicron BA1, est capable de se répliquer efficacement aux deux températures, mais qu'il va échapper à une réponse interféron qui est beaucoup moins efficace à la température physiologique de 33 degrés. Donc, il échappe aux réponses innées. Et qui plus est, comme il a cet avantage réplicatif et qu'il induit la perte des cils, ce qui limite la clairance mucociliée, on peut comprendre le succès de transmission de ce variant, Omicron, donc, qui, si l'on veut, se réplique de façon efficace mais subreptice dans l'épithélium nasal à 33 degrés, du fait d'une faible induction des réponses innées. Maintenant, j'évoquerai plus brièvement un second modèle qui, cette fois-ci, est alvéolaire. Il a été développé dans l'équipe de Sami Goba, qui dirige la plateforme de microfluidique à l'Institut Pasteur. Et donc, Barbara et Sami ont mis au point un modèle dans une puce microfluidique qui a l'avantage d'avoir deux compartiments. Donc, le compartiment supérieur est exposé à l'air, ce qui mime une voie respiratoire, et le compartiment inférieur est perfusé en permanence par du milieu qui ici promeut la croissance des cellules alvéolaires, ce qui permet une oxygénation et une nourriture efficace des tissus. De plus, la puce est flexible et donc elle peut être étirée avec des mouvements rythmiques qui miment un peu les mouvements liés à la respiration. Donc, dans ce modèle, qui donc contient dans l'épithélium supérieur des pneumocytes de type AT1 qui assurent les échanges gazeux et des pneumocytes de type AT2 plus cuboïdales qui sécrètent du surfactant.
lorsque Barbara a infecté ce modèle d'organe sur puce pulmonaire, elle a observé de façon intéressante une réplication efficace du variant Delta. C'est la courbe en rouge. Par contre, le variant Omicron, dans ce cas-ci BA5, montrait une réplication très peu efficace, voire minimale. Donc, on a une sorte de tropisme différentiel. Vous voyez que Omicron donc, se réplique peu efficacement dans les pneumocytes de type 2. Ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi ce variant semble induire des pneumonies un peu moins sévères que le variant Delta, ce qui a été démontré par plusieurs études épidémiologiques. Donc, pour résumer cette partie, on a un tropisme différentiel avec Omicron montrant une réplication plus efficace dans l'épithélium nasal, dans les voies respiratoires, et parvenant à se répliquer rapidement sans induire une réponse interféron majeure. Et par contre, une réplication moins efficace dans les épithéliums qui tapissent les alvéoles pulmonaires, ce qui pourrait limiter son pouvoir pathogène. Donc j'espère que ces exemples illustrent pour vous la pertinence de ces types de modèles reconstruits qui peuvent nous informer de façon plus efficace sur le processus pathogène des virus respiratoires. Donc pour aller plus loin, on envisage de développer plus avant les modèles d'organes sur puce en, par exemple, introduisant dans le compartiment inférieur, cette fois-ci, des cellules endothéliales, afin de mimer l'interface alvéolo-capillaire, qui est très importante d'un point de vue fonctionnel. Et on pourra, dans un second temps, ajouter des cellules immunes dans le compartiment vasculaire pour en étudier l'effet lors d'une infection virale. On pourrait par exemple ajouter des macrophages alvéolaires qui pourraient avoir un rôle clé dans le contrôle de l'inflammation ou la perte de ce contrôle lors de la pneumonie, lors du Covid, ou ajouter des cellules T spécifiques antivirales qui pourraient s'infiltrer dans l'épithélium infecté et voir si ces cellules T vont aider à contrôler l'infection des pneumocytes ou bien si, du fait de leur pouvoir cytotoxique, elles vont détruire l'épithélium. Voilà le type de questions qu'on pourrait poser. Et aussi tester l'effet des mouvements rythmiques du tissu sur la dissémination virale. Donc, ce type de projet va être effectué dans le cadre donc, d'un PEPR qui est soutenu par l'ANRS, qui a été récemment accepté, qu'on appelle 3D Lingo, qui va réunir un consortium d'équipes. Donc, pour vous donner une idée, on propose d'étudier donc les déterminants de la susceptibilité tissulaire à 3 virus respiratoires majeurs, donc le virus influenza A, le virus respiratoire syncytial et le SARS-CoV-2, ceci dans des modèles qui vont représenter les différents niveaux de l'arbre respiratoire, depuis les fosses nasales, via les bronches jusqu'aux alvéoles. Et donc, les équipes ont des expertises complémentaires. Par exemple, celle de Caroline Goujon et celle d'Arnaud Bourdin à Montpellier ont réussi à miniaturiser les épithéliums nasaux reconstruits et parviennent à inactiver les gènes par technologie CRISPR dans ces tissus primaires. Donc, ils pourront étudier de façon mécanistique le rôle de chaque gène induit par l'interféron dans la limitation de la propagation virale. L'équipe d'Olivier Terrier, au CIRI à Lyon, s'intéresse beaucoup aux co-infections qui, vous le savez peut-être, sont relativement fréquentes. Et il a pu montrer, donc, cette équipe a pu montrer des interactions entre l'infection par le virus de la grippe et le virus du SARS-CoV-2. Une infection préliminaire contre la grippe peut parfois inhiber légèrement l'infection suivante par le SARS-CoV-2 du fait d'une induction plus efficace par l'interféron. L'équipe de Sami Goba, donc spécialiste en microfluidique, pourra connecter in fine les différents modèles pour essayer de modéliser la propagation du virus depuis l'épithélium nasal jusqu'aux voies plus profondes des bronches et enfin jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Enfin, l'équipe d'Elisabeth Menu au CEA développe un modèle complémentaire, cette fois-ci d'explant,
en modèle animal chez le macaque rhésus, en obtenant des tranches fines de poumons coupées avec précision, qui permettent cette fois-ci d'étudier l'infection, par exemple par le VRS, dans un tissu complètement physiologique. Alors, une limitation est que ce tissu ne se garde que quelques jours, et donc ça peut être vraiment complémentaire des organes sur puce avec des cellules humaines qui, eux, peuvent être maintenus dans le temps. Donc, voici, in fine, donc nous pensons que le développement de ces modèles en 3D, aussi bien des voies respiratoires que des poumons, seront applicables à une grande diversité de pathogènes respiratoires, que ce soit les virus, les bactéries, les champignons. Et donc nous proposons que ces modèles, s'ils sont développés en amont, pourront contribuer à la préparation aux pandémies en nous permettant de tester rapidement en environnement P3 la capacité de réplication ou de dommage tissulaire de nouveaux pathogènes émergents. Et donc, je vais finir, je crois que je vais boire un peu. En remerciant les personnes qui ont contribué à ce travail, en particulier deux postdoctorants, Barbara Fonseca et Rémi Robineau, ainsi que Vincent Michel, qui a fait des images de microscopie à balayage très parlantes, puis les différentes équipes pasteuriennes impliquées dans ces travaux, ainsi que l'équipe de Tanmoy Mondal à Göteborg, et bien sûr toutes les agences de financement, les institutions qui nous ont soutenus, et donc en particulier le programme France 2030 et la NRS pour ce PEPR qui va démarrer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je me permets peut-être de poser la première question. Alors, cette induction de ISGs que vous avez observée, vous avez étudié avec RNA-seq, est-ce que vous avez la chance de comparer entre les différents modèles de culture et d'infection? Est-ce que la qualité de cette réponse ISG a changé ou va changer? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore effectué ces différentes comparaisons, mais il est clair que ce qu'on obtient en épithélium primaire est distinct de ce qu'on pourrait obtenir, par exemple, en lignées transformées dans lesquelles sont habituellement cultivés ces virus, comme des cellules Véro qui, elles, ne répondent pas du tout à l'interféron, par exemple. Donc, on est déjà dans des conditions plus physiologiques. Les tranches de poumons qui sont développées par Elisabeth Menu vont aussi être informatives. Donc ça sera en modèle animal, mais ça permettra de comparer et de cross-valider nos modèles. Je dirais aussi que ces modèles épithéliaux, ils ont une pertinence pour les drogues antivirales. Les lignées qu'on utilise classiquement, comme les Véro ou les A549, ne réagissent pas de la même façon à certaines drogues qui, par exemple, inhibent l'entrée du SARS-CoV-2. La fameuse, ou je devrais dire l'infâme hydroxychloroquine, par exemple, bloque la réplication du SARS-CoV-2 en cellules Véro dans les lignées transformées, mais pas dans ces modèles épithéliaux, parce que le virus utilise une voie d'entrée qui est différente dans la lignée transformée et dans la cellule épithéliale ciliée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions, salle? Il y a une question ici. Excusez-moi, c'est éblouissant, je ne vois pas tellement. S'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas de questions en ligne pour l'instant, mais les personnes qui sont à distance peuvent aussi poser des questions en ligne que nous consulterons. Si. J'ai une question. La cavité nasale n'est pas stérile. Oui. Est-ce que vous avez l'intention en fait, de rajouter ce microbiote nasal sur ces cellules qui, en fait, le microbiote va stimuler les cellules avant que le virus arrive? Ça, c'est une question réellement intéressante et effectivement, on réfléchit au microbiote. Nous avons, par exemple, collaboré avec le groupe de Mélanie Hamon qui, elle, s'intéresse à Pneumococcus
et qui a montré que le pneumocoque pouvait détruire certains des épithélias pour les souches pathogènes, mais pas pour les souches commensales. Il y a toute une réflexion parce que si on ajoute des bactéries directement sur l'épithélium, il y a un risque de destruction assez rapide parce qu'on n'a pas la réponse immune habituelle, toutes les IgA sécrétoires qui naturellement maintiennent les bactéries dans la couche de mucus et non pas au contact direct de la cellule épithéliale, ne sont pas spontanément présentes. Donc ce à quoi on réfléchit, c'est d'ajouter des IgA et des bactéries qui pourraient ainsi permettre de rétablir l'équilibre avec les bactéries commensales qui effectivement stimulent les réponses immunes et modifient l'état de réponse innée d'un épithélium. Donc c'est toute une approche à développer qui effectivement serait très pertinente d'un point de vue physiologique. Et une autre question. Merci. Oui, Lisa. Ici. Merci pour cette présentation très didactique. Je me posais la question par rapport relativement au mucus. Est-ce que l'infection augmente la production de mucus? Et d'autre part, est-ce que vous avez regardé comment le virus passe à travers le mucus, ou est-ce que la structure du mucus est modifiée par l'infection? Là encore, c'est une question réellement intéressante. Des études déjà publiées suggèrent que comme on a une perte des cellules ciliées, on a proportionnellement plus de cellules en gobelet qui sont formées, et donc il y aurait une augmentation de la production mucosale de mucus dans le Covid, effectivement. Et puis, il y a tout le cas des pathologies sous-jacentes. Par exemple, l'asthme est associé à une production de mucus accrue. Et ça peut avoir une influence bien connue sur les infections bactériennes, mais aussi sur les infections virales. Et on sait que les infections virales exacerbent l'asthme et qu'il pourrait y avoir en retour des effets de piégeage ou d'accumulation de blocage de particules virales au sein des voies respiratoires liées à des surproductions de mucus. Et donc, il y a tout un champ de recherche, là aussi, à développer sur les interactions mucus-particules virales. Et il y a aussi des approches thérapeutiques. C'est intéressant de noter que certains groupes essayent de développer des anticorps qui seraient administrés par voie nasale et anticorps qui ne seraient pas immédiatement éliminés parce qu'ils s'accrocheraient au mucus. Donc, c'est en fait un champ de recherche assez vaste et qui est rendu plus accessible par la disponibilité de ces modèles d'épithélium. Il y a une question derrière. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question, je me demandais si vous aviez envisagé un moment d'utiliser un setting Air Liquid Interface, mais basé sur des explants nasaux en provenance de patients subissant des chirurgies dans des hôpitaux ou autres. Alors, pour l'instant, nous sommes partis sur des stratégies de reconstruction, mais c'est un champ de recherche en fait assez dynamique. Et il y a par exemple un préprint qui suggère que certains explants, l'inconvénient des explants, comme je l'ai mentionné, c'est qu'ils ne durent que quelques jours. Mais il y a des recherches en ce moment qui visent à prolonger la durée de vie des explants, par exemple en les mettant sur des éponges qui les alimenteraient en milieu sans les détruire. Et il faut aussi viser à les oxygéner abondamment. Donc ça, c'est des voies de recherche très actuelles qui permettraient à la fois d'avoir vraiment là tous les types cellulaires, y compris les cellules vasculaires, y compris les cellules immunitaires infiltrées. Et si on arrive à les maintenir sur le long terme, ça ouvre aussi des perspectives en effet très intéressantes. Est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, oui. Nous allons à présent accueillir Hélène Donadieu, qui est responsable du département d'addictologie. Je ne la vois pas, est-ce qu'elle est là? Je suis en visio.
Allez, en visio. Eh ben, très bien, parfait. Bonjour. Donc oui, bonjour. Bonjour, Hélène Donadieu qui est responsable, donc, je disais, du département d'addictologie à Montpellier et dont les recherches sont focalisées sur le risque infectieux des personnes usagères de drogue et également sur l'accès aux soins des personnes en grande précarité. Et donc aujourd'hui, Hélène Donadieu va nous présenter ANRS Icône 2, une intervention communautaire en vue d'éliminer le VHC parmi les personnes qui utilisent des drogues. Une étude d'implémentation qui a lieu dans les villes de Paris, Marseille, Lyon et à Fort-de-France. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'espère que la technique ne va pas me trahir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour l'invitation. Et je suis sincèrement désolée de ne pas être présente puisque antérieurement déjà engagée sur une autre présentation que j'effectue à 10h30 sur Marseille. Je vais donc vous parler d'Icône 2 pour lesquels je vous spoil d'emblée un petit peu la présentation. Je ne vais pas vous donner énormément de résultats puisqu'ils sont actuellement sous embargo puisque cette étude n'est pas terminée, mais je vais vous expliquer le rationnel. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes ici notées, l'équipe de Montpellier, l'équipe de Paris, de Lyon, de Marseille, de Fort-de-France, et puis pour le volet qualitatif, le CESTIM de Marseille avec Périnon. Alors le rationnel d'Icône 2 est basé sur l'objectif d'élimination de l'hépatite C en France voulu en 2025 par les pouvoirs publics et en 2030 par l'OMS dans le monde. Et c'est un petit peu basé sur des données de modélisation qui diraient qu'en France, il reste environ entre 75 000 et 100 000 personnes à traiter qui ignorent ou refusent ou n'ont pas accès au traitement contre l'hépatite C. Parmi ces 100 000 personnes, il y a eu énormément d'études pour savoir où c'est que serait ce réservoir. Et globalement, toutes les études sont unanimes pour dire que la principale source de contamination, donc d'incidence et de prévalence de l'hépatite C serait chez les personnes qui utilisent les drogues. Mais il est important de remarquer que quand même les données sur la séroprévalence du VHC en France et sur l'accès aux soins des usagers de substances sont peu connues, souvent anciennes et le plus souvent qualitatives. En 2017, nous avions effectué une étude sur les XAPA, donc les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addiction sur les villes de Montpellier et Nîmes, pour essayer de faire une vision globale de la cascade de soins contre l'hépatite C dans nos structures. Et nous avions mis en évidence que sur des personnes suivies en structure de soins avec les capacités qu'ont ces structures de faire des dépistages, de proposer un accès aux soins ou un accès aux droits, seuls 55% des personnes étaient traitées. Il se trouve que j'ai la chance de travailler dans l'équipe du professeur Nago à Montpellier, dans le PCCEI, qui ont expérimenté au Vietnam plusieurs études, DRIVE-C, DRIVE-TB, DRIVE-MIND, une technique de recrutement déjà utilisée dans d'autres pays du Sud et énormément aux États-Unis, une étude de recrutement qui permet d'aller chercher des personnes cachées du soin pour qui on pourrait proposer un accompagnement en vue d'éliminer l'hépatite C en France par une technique de micro-élimination destinée aux usagers de drogue cachés du soin qui vivent le plus en situation de précarité. Donc cette technique de recrutement qui s'inspire d'une technique épidémiologique en fin de compte a largement prouvé son efficacité à Haiphong au Vietnam dans les études de PCCEI et a montré vraiment la possibilité d'atteindre un maximum de la population cible via des vagues successives et de proposer une élimination du VIH et ou de l'hépatite C dans cette région envers les usagers de drogue d'Haïti. Donc, cette technique, c'est la technique de RDS, Respondent Driven Sampling, qui a été peu utilisée à grande échelle en France, mais qui a vraiment été utilisée largement dans le monde. C'est une technique épidémiologique et qui, là, nous sert
à faire une technique de recrutement. C'est une technique de recrutement, on va dire, par boule de neige, qui propose une double incitation. La première incitation est une incitation financière, où une personne qui va participer à l'étude va avoir une indemnisation financière. Et par ailleurs, elle va être également indemnisée pour recruter via des coupons des personnes de son environnement et elle va recevoir également une indemnisation en recrutant des personnes de son environnement qui correspondent aux critères d'éligibilité. Donc, pour débuter une RDS, on va commencer dans un cycle donné par sélectionner entre 12 et 18 graines. Ces graines, ce sont les premiers participants de la RDS qui vont venir dans un lieu donné non pérenne et caché, qui n'est pas dans du soin classique, qui vont venir dans la structure de recherche, qui vont participer à l'ensemble des étapes de la recherche, qui vont avoir à la suite de cette participation une indemnisation pour leur participation. Et on va leur donner 3 coupons. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire en France. Et chaque fois qu'un de ces coupons reviendra à une personne éligible pour l'étude, la première personne sera indemnisée et ainsi de suite. Vous avez déjà dû participer à des chaînes comme ça, via des messages ou des choses comme ça. Vous avez sur la droite de la diapositive l'exemple de chaîne de recrutement de Icône 1 dont je vais vous parler maintenant. Donc, Icône 1, c'est un peu l'étude preuve de concept que nous avons effectuée sur Montpellier en 2018, à partir de 2018, sur un financement ANRS, et avec l'ensemble des partenaires que vous voyez ici notés, qui avaient pour objectif de valider l'efficacité et l'efficience de cette technique de RDS en vue d'améliorer la cascade de soins pour l'accès au traitement contre l'hépatite C des personnes qui utilisent de la drogue de manière régulière. Donc notre hypothèse, c'est que cette intervention à base communautaire permet d'améliorer le dépistage et la mise en traitement. Et notre objectif était d'évaluer l'efficacité d'un modèle communautaire de masse du virus de l'hépatite C et à l'initiation immédiate du traitement sur l'amélioration de la cascade de soins. Voilà comment se passe la RDS. C'est un lieu indépendant du lieu de soins classique pour accéder aux populations cachées du soin. C'est un lieu qui est non pérenne. Il ouvre le premier jour de la RDS, il va se fermer le dernier jour de la RDS. Une RDS, en moyenne, dure autour de 12 semaines. Vous verrez qu'on a fait une exception pour Paris du fait du NSM qu'on souhaitait avoir. La personne va arriver avec son coupon, d'abord les graines et puis ensuite les personnes à qui les premières graines auront donné des coupons et puis ainsi de suite, de coupon à coupon. Le coupon doit bien entendu être valide. Une personne qui n'a pas de coupon valide ne peut pas participer à l'RDS. Elle va lire la note d'information, signer le consentement. On va évidemment vérifier qu'elle répond aux critères d'éligibilité et cette personne va répondre à des questionnaires sur l'usage des substances. À noter quelque chose d'extrêmement important, c'est que ces questionnaires sur l'usage des substances sont effectués par des pairs employés. Si le TROD-VHC est positif, la personne va faire un PCR de l'ARN VHC sur place par le système GEXPERT. Et si cette ARN est positif, il va y avoir une visite médicale avec un bilan pré-thérapeutique. Et si la personne a des droits ouverts, le participant va pouvoir partir avec une ordonnance de son traitement. Donc, vous voyez ici la implication des pairs, à la fois dans le recrutement via la technique de RDS et à la fois dans l'accès aux soins et l'accompagnement, il y a le fait que dans toutes les techniques, dans tous les sites de RDS que nous avons mis en place, nous avons employé des pairs usagers dans la recherche. Sur Montpellier, nous avons pu inclure 554 usagers de drogue en 11 semaines, d'âge médian 39 ans, avec 80% d'hommes. Nous avons atteint la population cible que l'on souhaitait, puisque 75% vivaient en situation de grande précarité, qui est prouvée par le lieu de vie qui était dans la plupart du temps soit provisoire, soit extrêmement précaire. Et puis, la majorité également
de ces personnes n'avaient pas un régime général de couverture sociale en France. Autre information extrêmement importante dans Icône 1, 75% des personnes que nous avons rencontrées et qui ont été incluses dans cette étude n'avaient pas fréquenté les structures addictologiques de la ville dans l'année précédant la RDS, ce qui correspond là aussi à notre population cible. Ce sont des personnes cachées du soin addictologique et pourtant, ce sont de gros consommateurs de substances puisqu'en moyenne, les participants consommaient 4,7 substances psychoactives en plus de l'alcool, du tabac et du cannabis. Comme principale consommation, et là c'est aussi une force de nos études, c'est que la consommation est énoncée à un pair, donc quand même, il y a moins de biais dans le recueil de la consommation et que cette analyse de la consommation de substances se fait à la fois de manière déclarative, mais également par un prélèvement urinaire qui correspond à un critère d'éligibilité dans notre étude, puisqu'il faut qu'on s'assure que les personnes âgées. Donc, les premières substances consommées dans notre population, ce sont les opiacés, en comptant la morphine, l'héroïne, mais également l'ensemble des médicaments opioïdes mésusés. Et ensuite, c'est la cocaïne en deuxième consommation, puis le méthylphénidate. Et vous voyez que la plupart des consommateurs polyconsomment l'ensemble de ces consommations. 52% au minimum de notre population avait une alcoolodépendance. Si on fait un focus sur les injecteurs, 35% de notre population, on constate que les programmes de réduction des risques et des dommages en France ne sont pas au maximum de leur efficacité, puisqu'on a au minimum 33% de partage de matériel et une utilisation du matériel stérile qui n'est pas optimale, et notamment l'eau des kits et les systèmes de filtres. Sur le plan virologique, 8,8% de notre population avait une hépatite chronique virale C. Cette population était principalement les personnes injecteuses dans les 6 derniers mois et qui vivaient de façon isolée dans des lieux de vie extrêmement précaires. Grâce à l'accompagnement des usagers pairs employés par la structure et l'énergie des chefs de projet d'Icône 1, on a réussi à mettre en traitement une majorité des usagers et au fur et à mesure de la cascade, on voit qu'on a des perdus de vue tout au long de la cascade, mais avec une obtention en intention de traiter de plus de 55% de la population initiale, ce qui correspond à un chiffre majeur par rapport à toutes les publications qui ont pu être faites sur ce sujet, sur le fait que c'est une population qui, en plus d'être cachée, quand elle accède à un soin, est extrêmement difficile à accompagner dans l'ensemble du soin, beaucoup à cause manque de couverture sociale, mais également pour des raisons psychologiques. Cette étude Icône 1 était donc une preuve de concept. L'idée, c'était qu'on a validé cette technique de recrutement en France et on a montré la pertinence majeure de l'implication de pairs dans la recherche communautaire sur les données d'usage de substances en population et sur l'aide à l'accès aux soins. On a donc présenté Icône 2 à la NRS qui nous a accepté l'étude et financé l'étude qui va être vraiment le fait de valider la faisabilité et l'utilité potentielle d'une stratégie d'implémentation d'Icône 1 dans les 4 villes, Paris, Lyon, Marseille et Fort-de-France. Et on a rajouté un volet sociologique à cette étude afin vraiment d'évaluer la pertinence de cette stratégie d'implémentation, volet sociologique effectué par le CESTIM de Marseille. Les objectifs secondaires d'Icône 2 sont les mêmes que ceux d'Icône 1. Je vous ai mis en gras ce qu'on a rajouté. C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il était important dans chaque ville d'évaluer l'écart entre la situation épidémiologique du VHC observé en population et les cibles mesurables de micro-élimination du VHC telles qu'elles sont définies par l'OMS. L'idée, c'était également, à la suite d'Icône 1, on s'est dit qu'il faut améliorer notre prise en soin en santé mentale. Et donc, on a décidé de décrire les comorbidités psychiques en les repérant via un test de repérage simple qu'a validé Laurent Michel au Vietnam dans les études DRIVE. Et Laurent Michel, qui est responsable de l'équipe parisienne sur Icône 2.
Et puis évidemment, on a rajouté des objectifs relevant de l'étude qualitative sur l'acceptabilité du modèle de RDS et la pertinence de stratégies d'implémentation reposant sur un toolkit dont je vous parlerai brièvement ensuite. Les interventions de l'icône 2, chaque ville en gros, va avoir un lancement avec 15 à 18 graines. Le nombre de sujets nécessaires pour Paris était estimé à 1200, pour Lyon 800, pour Marseille 800, pour Fort-de-France 400, avec sur Fort-de-France une particularité, c'est que il y a un cofinancement IRESP sur Fort-de-France pour avoir une analyse fine des usagers de crack et surtout des maladies sexuellement transmissibles comme le gonocoque, chlamydia et syphilis qui ont une prévalence bien plus élevée à Fort-de-France que ce que nous avons décrit en France. Mais là aussi, on va vérifier ces résultats-là. Les lieux dans ces 4 villes sont indépendants des structures de soins habituelles et les ouvertures de toutes les villes, sauf Paris, sont prévues sur des RDS de 12 semaines, sauf Paris qui a effectué une RDS de 16 semaines afin d'obtenir ce NSN très, très, très ambitieux. Une technique de capture-recapture est nichée dans chacune de ces villes et des techniques de RDS afin d'avoir une idée globale de la population cible globale de la ville. Évidemment, l'implication des pairs est aussi extrêmement forte, des pairs employés, est aussi extrêmement forte dans chacune de ces villes. Et le volet sociologique, on a rajouté des focus group et des entretiens individuels dans chacune des villes avec les intervenants et les participants. Quelques mots sur Icône 2 et Paris, puisque Paris a déjà fait la RDS et l'a terminée le 26 janvier. Et je remercie publiquement l'ensemble de l'équipe d'Icône 2 Paris qui a été exceptionnellement dynamique et efficace. Je vais vous amener que très peu de résultats, j'en suis désolée, c'est une décision du comité scientifique que nous avons prise au début, mais Laurent Michel a accepté que je dévoile quelques éléments. La composition de l'équipe, c'était une chef de projet, 3 IDE, 10 pairs employés, 3 agents administratifs, un conseiller de la CPAM qui venait une fois par semaine sur site pour favoriser l'accès aux soins et des médecins tous les jours. Cette structure éphémère était située au boulevard de Belleville, on va dire dans un quartier propice à recruter des usagers en situation de précarité. Durant ces 16 semaines, vous voyez sur la droite de la diapositive la cinétique un petit peu des inclusions. Et puis sur la gauche, donc 1200 participants ont effectivement pu être inclus avec un âge médian de 46 ans et un sexe ratio de 10% seulement de femmes. 17 graines ont effectivement germé en deux vagues très rapprochées à J1 et J14 parce que on avait quelques graines qui ne démarraient pas du tout, donc on a relancé rapidement des graines sur 29 graines en tout posées. En ce qui concerne le lieu de vie, 50% auraient un lieu de vie durable. J'ai discuté les chiffres avec Laurent Michel la semaine dernière. Il estime que dans les lieux de vie durables, on a des personnes qui vivent chez des potes et donc il estime que ce chiffre est surestimé et que globalement, on a plus de 50% de la population à laquelle on a eu accès qui vit en situation de grande précarité sans logement durable ou préférentiellement en squat, en tente ou voilà, dans d'autres lieux extrêmement difficiles. Pour la couverture sociale, c'est pareil. On a une population qui, pour plus d'un tiers d'entre elles, n'avait pas de droit ouvert et seulement 30% qui correspondaient au régime général. En ce qui concerne le statut sérologique, donc vous avez cette information en exclusivité aujourd'hui. La séroprévalence du VHC sur les usagers de drogue en situation de grande précarité en France sur 1200 personnes des quartiers autour de Belleville quand même, et de 33%, donc plutôt un peu plus basse que ce qui avait déjà été publié sur ces thèmes-là. Et en revanche, la RN du VHC est à 9,3%, ce qui est là aussi un peu plus bas que ce qu'on attendait, mais pour mémoire quand même, en population générale, la prévalence de l'ARN du virus C est autour de 0,4. Donc on est vraiment dans la population qu'il faut absolument cibler pour éliminer l'hépatite C.
En ce qui concerne le VIH, 5% de séroprévalence avec de nombreuses co-infections. Et pour le VHB, 2,3% de la population. En ce qui concerne les consommations, vous imaginez bien qu'à Paris, la question de la cocaïne base ou crack est un petit peu brûlante. Donc, sur l'ensemble des usagers qu'on a rencontrés, 84% d'entre eux ont déjà expérimenté le crack, dont 970 par injection. Et en revanche, le dernier mois, seuls 13% avaient cette consommation, dont 47 par injection. Si on fait un focus sur l'injection, qui est aussi une grosse prise de risque en termes de transmission des infections, 27,3% de la population qu'on a interrogée ont injecté le dernier mois, avec là aussi, je peux vous le dire à l'oral, les techniques de réduction des risques et donc pas optimales, avec parfois des grosses quantités de matériel échangé. Et puis, je vais vous présenter le film qu'on a décidé de tourner, qui va durer environ 2-3 minutes pour que je sois dans les temps. Nous sommes sur le site parisien du projet Icône 2. Cette structure communautaire éphémère accueille des personnes faisant usage de drogue et éloignées du soin avec le soutien de pairs. Chaque participant, pour être éligible à l'étude, doit être majeur, capable de donner son consentement et usager de substances autres que le cannabis. L'étude Icône 2 participe aux objectifs d'élimination de l'hépatite chronique C à l'horizon 2025, voulus par les pouvoirs publics dans une logique de tester-traiter. Son but est de favoriser le dépistage et la prise en charge de l'hépatite C et des troubles psychiatriques chez les personnes faisant usage de drogue, éloignées du soin, sur le principe de la RDS ou recrutement boule de neige. Mais tu l'as pris déjà, Roméo. Des usagers représentatifs de la population cible et ayant un réseau d'autres usagers importants sont sélectionnés, participent à l'étude et parrainent 3 personnes de leur entourage qui, à leur tour, participeront à l'étude et parraineront des personnes de leur réseau. Les participants sont questionnés par les pairs sur leurs pratiques d'usage de substances, leur situation socio-administrative, leurs pratiques sexuelles et leur état mental. Ils sont ensuite dépistés par TROD pour le VHC, le VIH et le VHB. Si le test de l'hépatite C est positif, la charge virale est réalisée. Puis, en cas de résultat positif, le participant est orienté vers le médecin qui va évaluer l'état de son foie par fibroscan, son état de santé global et initier le traitement le jour même si ses droits sont ouverts. Enfin, si le dépistage par les pairs des troubles psy est positif, il est proposé aux participants de rencontrer un psychiatre sur site. Un suivi, reposant sur un accompagnement rapproché par l'équipe médicale et les pairs, est initié sur site. Puis, à sa fermeture, les patients sont orientés vers des structures de soins partenaires. Voilà, j'espère que vous avez bien vu le film jusqu'au bout. Les perspectives, c'est évidemment de finaliser Icône 2. Lyon est en cours et on est dans les objectifs d'un NSN à 800 qui sera atteint dans les 12 semaines de RDS. Pour Marseille, je vous annonce que ça ouvre le 25 mars, donc on est très heureux. Et Fort-de-France, plutôt mi-avril, ce qui permet à notre chef de projet de coordination sur Montpellier d'arriver à gérer un petit peu l'afflux d'informations de toutes ces RDS. L'idée également, c'est de faire entrer cette technique de recrutement et d'accompagnement de RDS et d'accompagnement par les pairs dans le droit commun. Et nous sommes en train de constituer un article 51 avec l'ARS Occitanie et en soutien de la DGS. Et nous avons déjà effectué un toolkit, c'est-à-dire une boîte à outils qui est un site internet qui permet de donner l'ensemble des procédures pour construire une RDS et en dehors et potentiellement de la recherche, mais pour faciliter une aide. Enfin, et dernière diapositive, les forces de cette technique de recrutement et de ces études, c'est de montrer l'implication des pairs usagers à la fois dans le recrutement et dans le questionnement des usages et dans l'accompagnement aux soins. Ça permet d'avoir une analyse en population des usages, ce qui est quand même pas
très fréquent en France et de proposer des dépistages multiples. Les faiblesses, et on y travaille, c'est qu'on a énormément de mal à mettre en place les traitements et que les chiffres pour l'instant des cascades de soins que nous avons en France ne correspondent pas du tout à celles que je vous ai montrées d'Icône 1, parce que 80 à 90% des usagers que nous avons rencontrés sur Paris n'avaient pas de droit ouvert et donc des grosses difficultés d'accès aux soins malgré la permanence de la CPAM. Et enfin, la référence aux soins en santé mentale semble complexe malgré des prévalences de problématiques extrêmement élevées. Et pour le volet sociologique, je ne vous donnerai pas encore de résultats sur l'acceptabilité de cette implémentation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation de cette magnifique étude, de ces 2 études. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Est-ce que j'ai bien enlevé mon partage d'écran? Oui, c'est parfait. On vous voit très bien. Merci. Moi, j'ai une question. Juste en attendant que le micro arrive, j'ai une question qui concerne le sexe ratio. J'ai été interpellée par le sexe ratio homme-femme, bien sûr. Et donc, je me demandais si ça représente en fait la population que vous ciblez. Est-ce que c'est le sexe ratio dans cette population ou est-ce que vous pensez qu'il y a des freins particuliers à la participation des femmes à ces techniques de RDS, de recrutement RDS? Oui, alors le sexe ratio qu'on attend sur ce qui a été décrit, c'est 80-20. C'est-à-dire c'est à peu près ce qu'on a ce qu'on a eu sur Icône 1. Sur Paris, il y a une grosse surprise, mais il y a eu des communautés entières qui sont venues de régions particulières du globe, qui sont en situation de migration en France et regroupées, et puis qui sont venues de façon globale, où je pense qu'à l'intérieur de ces communautés, peut-être qu'il y a moins de femmes. Une autre explication qu'on peut avoir, et j'en suis extrêmement désolée, c'est que parfois des femmes usagères de drogue portent beaucoup plus de stigma que les hommes usagères de drogue et donc ont peut-être plus de difficultés à se confronter à l'accès aux soins dans des milieux où ça reste extrêmement violent. Il y a eu des difficultés sur la RDS et que parfois il va y avoir une monétisation de rapports sexuels chez les femmes usagères de drogue qui va être qui ne va pas pouvoir faire la balance avec l'indemnisation financière de la RDS. Voilà, ça me fait pas plaisir de vous dire ça. Je comprends. Merci pour cette réponse. Alors, on a une question, mais je ne vois pas bien. Ah ben voilà, Oui, c'est monsieur Delfrécy. Bonjour, Jean-François Delfrécy. Merci pour cette très belle présentation. Merci. J'ai envie de vous poser la question. Vous avez cité bien sûr l'exemple de Haiphong, qui est un modèle très particulier, qui n'est d'ailleurs pas le Vietnam dans sa totalité. C'est Haiphong. Qu'est-ce que vous avez comme données de benchmarking sur ce qui s'est fait avec ce type d'approche aux États-Unis, au Canada? Et première question. Deuxième question, dans votre dernière slide, vous évoquez, à juste titre, c'est assez logique de dire on anticipe une forme de résultat pour aller vers une stratégie de politique publique. Quels vont être... il peut y avoir 2 types de résultats. Il peut y avoir un résultat qui est, je dirais, de capter, entre guillemets, un certain nombre de patients. Il y a un deuxième type de résultat qui est d'aller vers l'éradication et la possibilité de traitement. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite sur cette deuxième grande question qui est peut-être différente de la première? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question, si vous voulez bien. Et je sais qu'il y a Nicolas Nago dans la salle. Je le laisserai répondre sur la première. S'il veut me compléter sur les techniques de RDS, je commencerai à y répondre, bien entendu. Sur la deuxième, sur la question de l'élimination, je suis totalement d'accord avec vous pour dire qu'on va un peu vite. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que cette technique de recrutement est extrêmement efficace, mais on reste dans du dépistage de masse qui est déjà de la santé publique, donc c'est intéressant. Mais actuellement, on n'arrive pas à mettre en place les traitements, donc il n'y aura pas d'élimination de l'hépatite C en France dans cette population tant que l'accès aux traitements contre l'hépatite C ne seront pas donnés en dehors des droits.
Et je crois que c'est un vrai combat à avoir et je suis très heureuse que vous me posiez cette question. Il faut que le traitement contre l'hépatite C soit accessible, même quand on n'a pas de droit ouvert en France, parce que l'élimination n'est qu'une utopie et une hypocrisie. On n'y arrivera jamais. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de répondre à cette question. Et j'ose espérer que des techniques de droit commun, que la DGS pour l'article 51 nous aideront à donner accès au traitement même quand on n'a pas les droits. Parce qu'une personne traitée, c'est une personne qui va être guérie et c'est également une personne qui ne va pas transmettre. Et quand on voit qu'il y a 30 à 50% d'entre eux qui partagent le matériel, parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans des structures, parce qu'il faut voir dans quelle peur au quotidien ils vivent dans des lieux où c'est totalement indigne de vivre. Ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès au traitement et ils vont globalement tous se contaminer dans des groupes. Pour la RDS, je ne sais pas si Nicolas a pris le... Ça me ferait plaisir d'entendre Nicolas. Je suis désolée de ne pas être là avec toi. Je suis là. Merci. Merci Hélène et merci Jean-François pour la première question. En fait, oui, énormément de RDS ont été menés dans le monde et principalement dans les pays anglo-saxons, mais avec une finalité totalement différente, c'est-à-dire que c'était une finalité purement épidémiologique. En gros, on veut avoir des données en population, de ces populations très vulnérables, et donc on s'arrête dans ces études épidémiologiques, on s'arrête au dépistage, puisqu'on veut avoir une estimation de la prévalence, de la fréquence, etc., de différents virus ou de comportements à risque. Ici, l'originalité, c'est de contourner, enfin de changer un peu de finalité et d'utiliser cette énorme puissance de recrutement à visée interventionnelle pour engager les participants dans le soin et les traiter et les engager dans des structures partenaires, puisque c'est aussi un point important, c'est-à-dire qu'on ne relâche pas les gens dans la nature, on essaye de les amener dans les structures existantes de soins. Donc c'est vraiment interventionnel et ça c'est assez innovant. Et peu d'études ou pas d'études ont eu ce caractère interventionnel. Et ce qu'on a fait à iFong, c'est qu'on a montré, même si en effet c'est un endroit particulier, qu'en répétant ces RDS régulièrement, on arrive à recruter énormément, à cibler une grosse proportion de la population cible, puisqu'à chaque fois on récupère des participants qu'on a déjà inclus, mais en gros 70% sont des nouveaux participants à chaque RDS. Et donc en multipliant les RDS, on arrive à vraiment dépister et engager dans les soins une grosse proportion de cette population cachée qui reste celle qu'il faut cibler pour l'élimination. Donc on est vraiment dans cette réflexion et sur un plan médico-économique, coût-efficacité, on a sur encore une fois le modèle iFong, on est quand même très coût-efficace. Merci beaucoup. On a une question en ligne de Cécile Brouard de Santé publique France qui demande si un volet coût-efficacité est prévu. Oui, on l'a fait, mais à minima pour Icon 1. Et on a prévu de le faire de manière un peu plus anticipée pour Icon 2. Alors, c'est un peu compliqué puisqu'on est dans le cadre de la recherche. Donc, tout ce qui va être financement autour de la recherche, il faut qu'on l'exclue du coût efficacité véritablement de la technique de recrutement. C'est une technique qui, sur le papier, semble coûter, puisqu'elle a un coût humain non négligeable. Ce n'est pas les indemnisations qui ont un coût majeur, je peux vous le dire. On donne 50 € pour l'indemnisation à la participation et 20 € par coupon. Donc, ça peut aller jusqu'à 60 € plus 50 € par participant. Ça, ce n'est pas une somme énorme. Mais le coût humain est important puisqu'il y a beaucoup de personnel dans les structures. Mais quand on le rapporte au nombre de personnes dépistées et au nombre de personnes guéries, on est sur des coûts qui me paraissent beaucoup plus acceptables que les hospitalisations liées aux cirrhoses décompensées.
Merci beaucoup. Il y avait une autre question, une dernière peut-être. Oui, non, moi je continue mon commentaire, toujours j'avance être précis. J'ai bien compris cet aspect interventionnel qui est l'originalité dans ce monde français très particulier. Les premières données que vous avez suggèrent que vous allez probablement pas y arriver en intervention. Bon. Et donc la question qui est posée en termes de santé publique et de politique publique, c'est celle que vous avez posée. C'est-à-dire c'est comment on fait le lobbying par rapport aux autorités. C'est faisable. C'est faisable en s'appuyant sur les premières données de vos études pour un accès aux soins indépendamment, je dirais, du statut sociétal par rapport à ce type de patient, avec une vision de santé publique. Donc, ne ratez pas ça. C'est ça mon message. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Vous viendrez avec nous au ministère. On vous attend. If there are no more questions, there's one more question, maybe short question, short answer, please. Merci. Cédric Arvieux du CHU de Rennes. Merci pour la présentation. On voit que vous arrivez finalement à faire un recrutement, donc c'est vraiment un élément essentiel. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à intégrer dans le modèle les futures formes qui se feront en une seule injection, où il n'y aura qu'une injection de traitement, et donc pas les 2 mois qu'on a actuellement, qui sont quand même problématiques dans le suivi? Est-ce que... Alors, pour l'instant, non, on n'a pas anticipé cette réflexion sur les RDS actuels. Et globalement, pour tout vous dire, ce n'est pas tant le suivi qui pose question, même si vous avez pu voir sur Icône 1 des perdus de vue, mais on les perd de vue les 15 premiers jours, en fait, on le sait d'emblée. Bon, vous allez me dire, s'ils ont eu l'injection, c'est réglé. Mais c'est surtout, là, actuellement, le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à initier le traitement. Donc, on n'a pas pour l'instant envisagé ces formes long-acting, mais j'espère dans les futurs RDS, puisque j'espère qu'on pourra en faire partout en France et que les traitements seront accessibles sans droit. Merci beaucoup pour ce travail très important. Merci pour votre invitation, c'est un plaisir. Merci Nicolas. C'est mon plaisir d'introduire le prochain intervenant. C'est Dr Jacques Ravel. Dr Ravel est professeur dans le département de microbiologie et immunologie. Il est aussi directeur intérim à Institute for Genome Sciences à l'école médecin de l'Université du Maryland à Baltimore. Son recherche focalise et axée sur l'application des technologies modernes de génomique et de principes écologiques pour caractériser le rôle de la dynamique du microbiome vaginal dans la santé des femmes. Et le titre aujourd'hui sera « Le microbiote vaginal, acteur de la protection contre les IST ». Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier les organisateurs pour me donner cette opportunité de présenter sur nos travaux. Donc le titre aujourd'hui, c'est le microbiote vaginal, acteur de la protection contre les IST. Donc qu'est-ce que le microbiote vaginal ? Alors, chez les femmes en âge de procréer, lactobacillus, qui est une bactérie qui produit de l'acide lactique, est de l'espèce dominante dans le microbiote vaginal chez ces femmes. Et c'est ce qu'on appelle un microbiote optimal. D'accord ? Lactobacillus produit beaucoup d'acide lactique et permet d'acidifier le pH du vagin à un pH très acide, à moins de 4,5, souvent en fait autour de 3,6. Donc l'acide lactique, évidemment, a des effets antimicrobiens, mais ce n'est pas la seule chose. L'acide lactique peut aussi favoriser l'intégrité de la barrière épithéliale du vagin et aussi du col de l'utérus, mais aussi elle a des propriétés anti-inflammatoires qui sont assez importantes en ce qui concerne surtout la protection contre les IST. Il y a eu énormément d'études épidémiologiques ces 40 années, peut-être un peu trop, et qui ont montré qu'il y a en fait un microbiote vaginal qui manque de lactobacillus et qui donc a un pH un peu plus élevé, constitue un risque majeur pour les infections. Et ce microbiote, c'est ce qui est aussi représenté, mais pas uniquement, par ce qu'on appelle les vaginoses bactériennes. Et donc, ces études ont montré
après beaucoup d'études ont montré que, en fait, on avait des susceptibilités au gonorrhée, à chlamydia, au VIH et d'autres quand on avait donc une vaginose bactérienne ou l'absence complète de lactobacillus. Donc, qu'est-ce que ce microbiote vaginal? Donc, on a fait beaucoup d'études ces dernières années qui ont montré que, en fait, il y a en gros 5 types de microbiotes vaginaux qui sont tous différents par la composition en espèces de lactobacillus, mais aussi en l'abondance de différentes bactéries. Il y a en gros 4 types, donc le type 1, 2, 3 et 5, qui sont dominés par une espèce différente de lactobacillus. Donc on a Lactobacillus iners, qui est souvent le plus dominant dans le monde entier, en fait. Lactobacillus crispatus, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jenseni, qui sont donc les 4 lactobacillus qui sont majeurs dans le microbiote vaginal et qui représentent donc des microbiotes optimaux. Mais il y a aussi un type qu'on appelle un type 4 qui ne contient pas de lactobacillus. Et vous le voyez sur la droite de cette figure. Ce type, il a une diversité bactérienne assez élevée qui est constituée vraiment de bactéries anaérobiques. Et ce qui est, quand on le décrit comme ça moléculairement, on appelle ça une vaginose bactérienne moléculaire. Donc, comme il n'y a pas c'est juste une description moléculaire, ça peut être symptomatique chez la femme ou bien asymptomatique. Et ces microbiotes-là, ce sont des microbiotes que l'on appelle non-optimaux et qui créent des risques. La classification a été un peu redéfinie et étendue récemment. Donc maintenant, on a des milliers de microbiotes vaginaux et donc on a étendu ces classifications. Maintenant, on a 13 types. Donc vous voyez, il y a les 5 types originaux qui sont toujours là, mais la classification des types 4 a été étendue et un peu redéfinie. Évidemment, le microbiote vaginal que je vous ai montré, quand on regarde ce genre d'études, on n'a pas d'idée sur la façon dont il change au cours du temps. Donc on a fait des études qui nous ont permis d'étudier ce microbiote au cours du temps. Et ce que l'on observe, c'est en fait des profils longitudinaux qui sont assez différents chez les femmes. Il y a évidemment en gros 25% des femmes qui ont des microbiotes qui sont dominés par lactobacillus et qui sont stables au cours du temps. D'accord ? Il y a juste des perturbations qui sont dues aux règles et qui ne sont pas évidemment les mêmes chez toutes les femmes. Donc vous voyez ici des femmes qui sont dominées en vert par Lactobacillus gasseri, en rouge par Lactobacillus crispatus, en brun par Lactobacillus jenseni et en orange par Lactobacillus iners. Mais évidemment, il y a aussi des femmes qui n'ont pas de lactobacillus et qui, au cours du temps, maintiennent en fait, ce n'est pas une dominance, mais qui maintiennent un type 4 presque tous les jours. Et vous voyez aussi encore l'effet des règles sur ces microbiotes aussi. Donc, ces femmes-là, en fait, elles ont un microbiote qui n'est pas optimal tous les jours. Donc, leur risque est beaucoup plus élevé que les femmes dont je vous ai présenté avant. Et évidemment, il y a d'autres femmes où on n'arrive pas vraiment à prédire le pattern longitudinal. Et vous voyez bien que presque tous les jours, il y a une diversité qui est même bien plus élevée. Presque tous les jours, il y a un microbiote différent. Donc, ces femmes-là aussi sont à risque élevé d'infection. Donc, juste pour résumer, on a des risques diminués quand on a une dominance par lactobacillus et on a des risques élevés quand on a des absences de lactobacillus et qu'on a des espèces comme des Gardnerella ou bien l'Achnocurva vaginae qui s'appelait BVBAB1 avant ou Atopobium vaginae. Le problème, c'est que ces microbiotes, ils ne sont pas juste un risque aux IST. Évidemment, c'est indiqué ici, mais il y a aussi d'autres risques associés avec ces microbiotes qui sont très importants, des risques reproductifs et obstétriques, comme la naissance prématurée ou le petit poids à la naissance. Donc, il y a une importance
grande de pouvoir en fait moduler ce microbiote et de reconstituer un microbiote qui est dominé par des espèces de lactobacillus. Le gros problème, évidemment, c'est que la généralisation et les mécanismes par lesquels ces susceptibilités aux IST s'opèrent ne sont pas vraiment complètement établis. Donc, on a fait des études pour essayer de comprendre les mécanismes par lesquels ces susceptibilités ou ces protections s'opèrent. Et pour faire ça, on a utilisé le modèle de l'infection à chlamydia. Donc, chlamydia est une IST qui est assez intéressante. C'est une infection intracellulaire. C'est une bactérie qui se réplique à l'intérieur des cellules épithéliales dans le vagin et dans le col de l'utérus. Chlamydia a un cycle cellulaire qui est assez intéressant. La particule infectieuse, c'est un corps élémentaire qu'on appelle EB ici, qui s'attache aux cellules, qui se fait invaginer dans la cellule et qui se transforme dans sa forme réplicative qu'on appelle les corps réticulaires. Et cela peut se diviser, forme une grosse inclusion intracellulaire. Une fois que la densité est élevée, elle se transforme en corps élémentaire et va éclater la cellule et ces corps élémentaires vont aller réinfecter d'autres cellules. Une chose qui est assez intéressante, c'est que l'infection, le taux de transmission après un contact avec un partenaire infecté n'est que de 25 à 40%. Donc, tous les contacts, en fait, ne vont pas directement à des infections. Ce qui supporte un rôle pour d'autres, des paramètres de protection dans le vagin. Donc, on a fait une étude de femmes qui étaient diagnostiquées positives à chlamydia et on a regardé leur microbiote vaginal. Et donc, on a observé qu'en fait, comparé à un groupe contrôle de la même population, qu'il y a pendant cette infection, il y a une prévalence du type 4 de microbiotes vaginaux qui est beaucoup plus élevée, et aussi de type 3 qui est dominé par Lactobacillus iners. D'accord ? Et quand on regarde ces femmes 3 mois plus tard, après qu'elles soient traitées et qu'elles deviennent négatives, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour à la même prévalence de ces types 4 dans la population, mais une extension du nombre de la prévalence des types 3. Ce qui nous a posé des questions sur la possibilité que ces microbiotes, en fait, sont retournés. C'est les microbiotes qui rendent ces femmes susceptibles à l'infection. Donc, c'était assez surprenant de voir cette expansion de lactobacillus qui est supposé être protectif. Donc, on a fait des études intracellulaires in vitro sur des modèles un peu comme ont été présentés dans la première présentation aujourd'hui. Donc, on a fait pousser ces cellules épithéliales sur ces modèles 3D et on les a exposées aux surnageants de culture de Lactobacillus crispatus, de Lactobacillus jensenii et de Lactobacillus iners. Et évidemment, en contrôle, juste les médias de culture, cellulaires et bactériens. Donc ici, vous voyez bien, en vert, c'est l'inclusion de chlamydia, donc elle est intracellulaire. On voit bien une infection qui est forte dans les contrôles de milieux de culture. Mais quand les cellules ont été exposées avant l'infection aux supernageants de Lactobacillus crispatus et Lactobacillus jensenii, on voit qu'il y a une absence d'infection, donc une protection contre cette infection. En contrepartie, on voit bien que Lactobacillus iners, il y a quand même l'infection est permissive et on voit bien qu'il y a Lactobacillus iners n'arrive pas à protéger complètement contre l'infection. Donc on s'est posé la question de pourquoi. Et évidemment, il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que Lactobacillus iners, c'est le seul des lactobacillus qui ne produit pas de l'acide lactique D. Vous savez que l'acide lactique vient en 2 formes, 2 isomères, l'acide lactique L, que les humains peuvent produire, et l'acide lactique D, que seulement les bactéries peuvent en fait produire. Ils produisent aussi l'acide lactique L. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complémenté ces surnageants avec de l'acide lactique D, et vous voyez bien qu'on arrive à retrouver la protection contre l'infection. Donc un rôle très important de l'acide lactique D.
Ce qui était en fait très intéressant, c'est que ce qu'on a montré sur cette figure, c'est que si on expose les cellules de chlamydia à l'acide lactique avant de faire l'infection, mais que l'on n'expose pas les cellules épithéliales, en fait, on retrouve une susceptibilité à l'infection. Ce qui veut dire que l'acide lactique n'agit pas par ses propriétés antimicrobiennes contre chlamydia, mais agit sur l'épithélium et crée un épithélium qui devient résistant à l'infection. Donc, on a regardé ça aussi au cours du temps et on a montré qu'une exposition avec des supernatants de Crispatus, Janseni, on arrive à avoir une protection qui dure jusqu'à 48 heures. D'accord ? Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette protection de longue durée. On a fait beaucoup d'études moléculaires en utilisant de l'RNA-seq, des petites RNA, des petits ARN aussi séquençage, et on a montré qu'en fait, ce mécanisme s'opère par une modulation épigénétique de la prolifération cellulaire. Ce mécanisme s'opère par cette histone diacétylase 4 qui est inhibée par l'acide lactique et par Lactobacillus crispatus, comme vous voyez ici. Et l'histone diacétylase 4, en fait, est aussi un inhibiteur de CDK N1A, qui est aussi un inhibiteur du cycle cellulaire. Donc, quand l'histone diacétylase 4 est inhibée, l'inhibiteur du cycle cellulaire monte et réduit la prolifération cellulaire. Donc on voit bien que quand on a du Crispatus ou du Janseni, il y a cette inhibition et donc on a une réduction de la prolifération cellulaire. Il y a aussi une réduction du récepteur EGF qui est aussi important dans chlamydia. Et donc on a montré en plus que si on inhibe la prolifération cellulaire avec des inhibiteurs en vert ici, on voit bien qu'on arrive à retourner la protection contre l'infection en simplement bloquant ou diminuant cette prolifération cellulaire. Donc une importance des lactobacillus en agissant sur la cellule. Donc on a un modèle maintenant qu'on arrive à avoir un peu plus complet où les lactobacillus optimaux en fait arrivent à contrôler l'infection en contrôlant le cycle, la prolifération cellulaire, alors que Gardnerella vaginalis, qui est la bactérie typique de la vaginose bactérienne, ou alors Lactobacillus cinereus, n'arrive pas à faire ce genre, n'arrive pas à inhiber cette infection. Un autre aspect très important de l'acide lactique, on a aussi montré, c'est qu'il agit sur les propriétés du mucus. Le mucus est une des barrières les plus importantes qui n'est pas en fait étudiée énormément et malheureusement dans le vagin. L'acide lactique en fait arrive à moduler les propriétés du mucus et on voit bien ici, on a démontré que en fait quand il y a de l'acide lactique D, le mucus devient impénétrable par le virus VIH. Alors que quand l'acide lactique D est manquante, on a une mobilité assez importante du virus qui peut en fait atteindre maintenant ces cellules target. Et ça s'est aussi montré in vivo chez des adolescentes sud-africaines où on a montré que, enfin non, c'est pas nous, le groupe de Doug Kwan a montré que quand ces femmes elles ont des microbiotes qui sont dominés par Lactobacillus crispatus, cette fois-ci, une période d'observation sur 2 ans, on voit qu'il n'y a aucune infection au VIH, alors que les femmes qui ont du Lactobacillus cinereus ou des types 4, en fait, se font infecter pendant cette période d'observation. Donc, une importance incroyable de cette bactérie Lactobacillus crispatus. Donc, comment peut-on restaurer cette dominance par Lactobacillus ? Ça devient une question très, très, très importante. Et pas seulement par Lactobacillus, mais par Lactobacillus crispatus. Je ne sais pas ce qui se passe ici, ce n'était pas prévu. Mais bon, je voulais vous montrer la progression du traitement pour la vaginose bactérienne. Évidemment, on a des médicaments, parce qu'il faut évidemment éliminer cette vaginose. Dans les années 60, on avait une crème vaginale à la triple sulfamide qui est sortie. Les premières recommandations du CDC en 1980 ont introduit les nitroïdimidazole, évidemment le métronidazole, qui est
la drogue la plus utilisée pour le traitement de la vaginose. Malheureusement, dans les années 2000, on a encore la même recommandation. Et en 2020, les dernières recommandations, pareil, métronidazole, clindamycine, il y a un manque d'innovation énorme dans ce domaine. Il n'y a aucun nouveau médicament pour le traitement de la vaginose bactérienne. Et c'est d'autant plus désespérant quand on sait que... Attendez voir, je ne sais pas ce qui se passe. Quand on sait qu'on a en gros 60% de récurrence avec ce traitement. Donc non seulement on n'a pas d'innovation, mais on a un traitement qui ne marche pas. Donc c'est un gros problème qui continue cette propagation de toutes ces maladies. Et donc la médecine peut évidemment mieux faire pour les femmes, et je crois que la médecine doit mieux faire pour les femmes. Donc il y a des initiatives qui essayent en fait de trouver des traitements alternatifs qui soient bien plus efficaces. Ces alternatives, en fait, elles sont en gros par le développement de ce qu'on appelle des produits biothérapeutiques vivants. Donc c'est des produits qui contiennent des bactéries vivantes que l'on peut délivrer directement dans le vagin. Et il y a évidemment différentes approches pour essayer de développer ces produits. Il y a évidemment une approche comme ce produit qu'on appelle Lactinus V, qui a une espèce de bactérie et qui a une seule souche, et qui a montré dans un essai clinique publié en 2019 c'est assez positif, mais c'était assez décevant avec cette approche pour le traitement de la vaginose. Il y a quelques groupes qui regardent à la transplantation du microbiote vaginal complet, un peu comme les transplants fécaux. Donc cette fois-ci, on choisit des femmes qui ont des lactobacillus dominants et on va transférer cette fois-ci la communauté entière. Les résultats sont mixtes, je dirais, pour l'instant, mais il y a très peu de transferts qui ont été publiés. Et il y a une autre approche que nous, on est en train d'utiliser, qui est d'utiliser des produits biothérapeutiques vivants à multisouches, donc une seule espèce, évidemment Lactobacillus crispus, mais plusieurs souches de cette espèce. Et je vais vous montrer pourquoi. Cette approche et ce projet a été fondé par la fondation Gates, et qui a pour but de réduire le risque des conséquences néfastes en matière de reproduction et de gynécologie en Afrique du Sud et en Asie par la modulation du microbiote vaginal. Alors, cette approche de conception, pourquoi un consortium de plusieurs souches? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors toutes les slides sont un peu... Donc, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, quand on regarde dans un microbiote vaginal qui est dominé par une espèce, ce qu'on a montré, c'est qu'on a, par exemple, si on regarde juste avec Lactobacillus crispus, on arrive à identifier plus de 3000, en gros en moyenne 3300 gènes qui sont de Lactobacillus crispus. C'est assez intéressant car un génome de Lactobacillus crispus ne contient en gros en moyenne que 2000 gènes. Ce qui veut dire qu'on a un consortium de plusieurs souches qui chacune ont des gènes que les autres n'ont pas. Et quand on fait la somme génomique de tous ces gènes, on a plus de gènes qu'une espèce. Donc, si on n'utilise qu'une seule souche, vous voyez bien, en rouge, là, on ne va pas répliquer, si vous voulez, le contenu génomique de Lactobacillus crispus dans un microbiote vaginal. Donc, un microbiote vaginal qui est dominé par Lactobacillus crispus, dans ce cas-là, c'est un assemblage de génotypes conspécifiques. Donc, c'est des souches de la même espèce, plusieurs souches de la même espèce, qui sont dans ces microbiotes vaginaux. Et donc, on peut utiliser cette information pour concevoir un produit biothérapeutique vivant qui peut être composé de plusieurs génotypes conspécifiques de Lactobacillus crispus. Donc, comment est-ce que l'on fait ça ? On choisit des femmes qui ont des microbiotes vaginaux dominés par Lactobacillus et qui sont stables au cours du temps. On séquence leur métagénome, on identifie tous les gènes qui sont de Lactobacillus crispus dans ces échantillons. On va à notre collection de génomes de Lactobacillus crispus, où on a aussi les souches, et on a développé un algorithme heuristique qui nous permet d'assembler le nombre minimum de souches pour représenter le nombre maximum de gènes qui sont dans ces métagénomes. Donc on a eu des consortia de 6 souches que l'algorithme nous a donné, que l'on a testé
pour leurs propriétés antimicrobiennes contre toutes ces bactéries anaérobiques qui sont représentantes de ces microbiotes de type 4. Et on a montré que le premier consortia qu'on appelle VMRC1 était en fait avait les propriétés antimicrobiennes les plus élevées, qui étaient même plus élevées que chacun des membres de ce consortia. Donc ce consortia a été manufacturé, on a maintenant des pilules, on a un consortia de 6 souches, un consortia de 15 souches, qui a été un peu dicté par la Fondation Gates, qui n'a pas forcément de rationnel scientifique, mais on va le tester. Et donc on a ces pilules et on a désigné un essai clinique où on est en train de tester l'efficacité de ces pilules, de ces consortiums pour résoudre la vaginose bactérienne. Donc on a un arbre placebo où on voit qu'on traite à la métronidazole et on donne le placebo. On a un arbre avec la souche, le consortia avec les 6 souches, avec 7 jours de traitement, un autre arbre avec 3 jours de traitement seulement, et un bras où moi c'était mon favori, où on peut en fait traiter et donner le consortium en même temps. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas donner les lactobacillus en même temps que le métronidazole, car ils sont complètement résistants au métronidazole. Et évidemment, on a le même bras avec les 15. Cet essai clinique, en fait, se fait en Afrique du Sud, à Durban, et il est dirigé par Disebo Potland. Et il y a un bras aussi à Boston qui est dirigé par Caroline Mitchell. Et mon laboratoire sera en charge de faire toutes les analyses moléculaires et statistiques. Donc voilà, en conclusion, j'aimerais bien dire que ces microbiotes vaginaux qui sont dominés par lactobacillus sont vraiment associés avec une protection contre les infections sexuellement transmissibles et aussi d'autres conditions. Et il faut vraiment trouver un moyen pour les restaurer chez les femmes. Ces microbiotes qui manquent de lactobacillus, comme ceux que l'on trouve quand il y a une vaginose bactérienne, ne sont pas optimaux, même quand il n'y a pas de symptômes. Et ils sont associés à de nombreux risques. Et c'est très intéressant de se rappeler que Lactobacillus iners, qui est aussi le lactobacillus le plus dominant au monde, n'est pas un lactobacillus qui est optimal, on peut dire peut-être sous-optimal, peut-être pas non optimal, et qu'il manque la production de l'acide lactique D qui est associé avec une augmentation du risque aux IST. Donc on a un besoin critique de trouver des moyens de restaurer cette protection lactobacillus. Et avec ça, je voudrais remercier les gens du laboratoire qui ont fait ces travaux et nos collaborateurs à Caprissa, en Afrique du Sud, et à Boston, à Caroline Mitchell. Avec ça, je serais très content de répondre à des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question ici. Ici aussi. Enfin, je vous entends, mais je ne crois pas que... Peut-être on va commencer avec cette question. Oui, bonjour. Je me posais la question de la facilité de changer de microbiote. Est-ce que vous avez des études sur la stabilité du nouveau microbiote une fois qu'il est instillé? Est-ce que le nouveau microbiote se perdure ou est-ce qu'il est rapidement remplacé? J'avais cru comprendre qu'en fait, c'était le problème, que le microbiote original avait tendance à réapparaître. Mais peut-être je me trompe, je ne sais pas. Donc, on n'a pas les résultats avec ce produit-là, mais on a fait des études préliminaires qui ont montré qu'on arrive à maintenir un microbiote vaginal dominé par Lactobacillus crispatus, en gros, jusqu'à 50 jours. Après, alors... La différence, c'est ce qui est le plus important, c'est dans cette étude-là, on n'avait pas de traitement pour la vaginose au métronidazole, mais ce qui est le plus important, c'est quand est-ce qu'on donne le traitement. Et donc, on a fait une étude où on a donné le traitement juste après les règles,
1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines après les règles. Et on a montré qu'après les règles, c'était le moment le plus propice pour une colonisation efficace. Parce que juste après les règles, le taux bactérien est très bas. Donc il y a une possibilité de colonisation qui est beaucoup plus élevée. Donc on va bien voir avec cette étude-là si on arrive à avoir des durées de colonisation qui sont bien plus élevées. Oui, parce que vous disiez qu'il y avait un problème de récurrence avec les traitements. Donc là, on peut se poser la question. Aussi, si ce n'est pas suffisamment stable, ça va recommencer. L'idée, c'est contre le but, c'est la récurrence. On veut éliminer la récurrence. La récurrence, c'est le gros problème. Il y a énormément d'études qui ont été faites, par exemple, sur la prématurité. On a essayé de traiter au métronidazole ou avec d'autres antibiotiques pour éviter la prématurité. Le problème, c'est qu'on n'a pas de traitement efficace. On traite la vaginose, ça dure 2 semaines, elle revient. Et en fait, on n'a aucun effet sur la prématurité. Mais ce n'est pas parce que le traitement de la vaginose n'a pas d'effet, c'est qu'on n'arrive pas à traiter la vaginose. Merci beaucoup. Et on va continuer aux prochaines questions. Merci beaucoup pour cette belle exposé, cette belle histoire. Quand je regarde la diapositive que vous avez montrée avec la personne qui était infectée par chlamydia et puis traitée, hein, donc quand elle était infectée, il y avait plus de lactobacillus iners ou de type 4, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et puis après traitement, on voyait que ça arrivait vers la normale à peu près. Donc ma question est de savoir, est-ce que c'est parce que la personne est infectée qu'elle a plus de bacillus iners, ou est-ce que c'est parce qu'elle a plus de bacillus iners qu'elle est infectée par chlamydia? Où est l'œuf et la poule? Je pense que c'est la présence de lactobacillus iners qui lui augmente le risque d'infection. D'accord, mais après, une fois qu'elle est traitée, la personne, voit qu'il y a un changement dans le pourcentage de bacillus iners, ce qui me fait croire qu'en fait, c'est l'infection par chlamydia qui change le microbiote de la femme. Voilà, l'infection par chlamydia change le microbiote, ça c'est sûr. Il y a une réponse inflammatoire qui est tellement élevée qu'on a un microbiote qui change et qui souvent, il y a une perte de lactobacillus. Il faut se rappeler qu'on donne de l'azithromycine pour traiter l'infection à chlamydia. Et presque toutes les bactéries, même les lactobacillus dans le vagin, sont sensibles à l'azithromycine. Donc en fait, c'est un peu la bombe nucléaire sur le microbiote quand on traite la chlamydia. Et ce qui est assez désespérant, parce qu'en fait, on ne résout pas le risque. C'est-à-dire qu'on traite la chlamydia, c'est important, il faut éliminer chlamydia, mais en fait, on laisse la femme avec un microbiote qui est encore susceptible à l'infection. Donc je pense qu'il y a une intervention à faire à ce moment-là. Après l'azithromycine, on pourrait en fait essayer de restaurer un microbiote qui soit bien plus protectif, parce qu'elles reviennent vers le microbiote qui les ont rendus susceptibles, iners ou alors un type 4. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question dans la salle et puis une question en ligne, et après on a pris un peu de retard, donc on va être obligé de s'arrêter. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Dans le microbiote digestif, il est décrit des entérotypes, donc un peu de la même façon de ce que vous avez trouvé dans le vagin. Et est-ce que ça peut être aussi associé au profil génétique de l'hôte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer de type de microbiote? Peut-être est-ce qu'une femme qui est type 3 peut passer type 2 ou type 1? Ou est-ce qu'il y a une résilience et que, vu son profil génétique, elle va avoir tendance à rester dans un type et donc avec une certaine souche ou une certaine espèce de lactobacillus? Alors, il n'y a aucune étude qui est en fait associée la génétique au type de microbiote. Et il y a des études avec les différentes ethnicités qui ont montré qu'il y a, dans certaines ethnicités, il y a une prévalence un peu plus élevée de certains types. Mais ça ne veut pas dire que c'est génétique. Attention, c'est un gros disclaimer là, parce que ça peut être aussi les pratiques d'hygiène, ce genre de choses qui influencent énormément aussi la composition du microbiote. Mais si on regarde les femmes, surtout au plus long terme, donc les études que je vous ai montrées longitudinales, c'était 10 semaines. Si on regarde à 2 ans ou voire plus, on voit certaines femmes qui peuvent changer de type au cours du temps. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir et je pense qu'on peut restaurer ces femmes-là avec des lactobacillus crispatus. Une dernière question en ligne de Sophie Ferrin. Bravo pour cette magnifique présentation qui ouvre pour la santé des femmes. Pourquoi ne pas explorer l'association pré- et probiotique?
Oui, alors le probiotique, évidemment, c'est ce qu'on fait. Le prébiotique, ce serait donc rajouter dans ces formulations de probiotiques des produits en fait, qui supporteraient la croissance de ces bactéries que l'on rajoute. Et donc, évidemment, dans ce produit qu'on est en train de tester, on n'a pas de probiotiques, mais il y a d'autres produits qu'on est en train de tester où il y a des prébiotiques. Donc, qui supportent la croissance du Lactobacillus crispatus, mais aussi qui inhibent les autres bactéries qui sont déjà présentes. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la dernière présentation de cette session. On va accueillir le docteur Andrés Roca, qui est virologue et qui travaille au Centre de recherche en cancérologie à Lyon, et dont les travaux ont porté particulièrement sur les signaux intracellulaires dans l'hépatite C, et qui va aujourd'hui nous parler de l'HBV, agoniste TLR8, l'effet sur l'entrée virale suite à l'activation des cellules de Kupffer. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Donc, si c'est OK avec vous, je vais continuer en anglais. So, as you know, hepatitis B infection is quite a scientific and clinical problem due to the particularities of the liver microenvironment, the persistence of cccDNA, and the inefficient host response against the virus. That is why it is considered that in order to achieve the goal of HBV cure, it will be required first to develop novel compounds in order to widen our therapeutic options against hepatitis B, to develop novel models in order to characterize these compounds with approaches that are not only practical, but also that allow us to recapitulate as closely as we can what is happening in the liver microenvironment. And finally, take this information and use it as the basis for the rational design of novel combination strategies against hepatitis B. So in this context, one of the molecules that we have been recently studying is the TLR8 agonist selgantolimod. So it has been previously shown how this molecule is able to induce the production of a wide variety of cytokines in PBMCs that are able to modulate the action of multiple immune mediators. However, little was known regarding the intrahepatic response to this TLR8 agonist. Therefore, as a first step, we decided to focus on the characterization of liver-resident macrophages, or Kupffer cells, because we know that TLR8 expression takes place mainly in the myeloid compartment of the liver, an organ that has the most abundant pool of macrophages in the human body. Therefore, what we did was very simple. We just isolated Kupffer cells from liver resections, and we treat them in vitro with our TLR8 agonist. And this actually allows us to see a very particular transcriptomic profile that was characterized by the downregulation of many genes that actually give Kupffer cells their identity. And this was also observed in vivo, as you can see in liver transcriptomic data from cynomolgus macaques treated with increasing doses of this TLR8 agonist. This is actually an observation that has particular practical relevance, as we will see later, because when we are analyzing single-cell transcriptomic data, we could have the impression that we are, for example, observing monocytes, but when we are in fact studying Kupffer cells undergoing an inflammatory response. Indeed, as expected, activation of TLR8 signaling in our Kupffer cells induce the expression of a wide variety of genes associated with inflammatory signaling pathways. And this translated into the production of a wide variety of cytokines, such as interleukin-2, TNF-alpha, and IL-6. Now, by evaluating these cytokines individually, what we were able to determine is that interleukin-6 in particular was able to induce a significant decrease of NTCP expression in hepatocytes, which, as you know, is one of the main host factors mediating HBV entry into this cell type. And indeed, when we treated hepatocytes with these cytokines and then we infected them with hepatitis B, we can see that there was a marked decrease in viral parameters such as HBs antigen, HBV RNA, and cccDNA. Finally,
when we perform a very similar experiment by treating hepatocytes with these cytokines, only that this time we included an antibody that neutralizes the action of IL-6, we were able to rescue this decrease in viral parameters that we previously observed. So showing that selgantolimod is able to indirectly impair HBV entry into hepatocytes via an IL-6 dependent mechanism. So now this work is currently in revision. And for us, identifying this mechanism with 2 isolated cell populations, it was an important first step. But we wanted to go further because we know that this type of host targeting agents can have a wide variety of effects in the liver microenvironment, which are of course relevant in context of hepatitis B and therefore worth characterizing. That is why in our team, we have started to use human precision-cut liver slices as a practical ex vivo model because they not only include the typical cells that you find in the hepatic globules, such as hepatocytes and endothelial cells, but also the wide variety of immune populations that you find also within the liver, such as B cells and T cells. Now, having a model that includes all of these populations and is able to mimic the liver microenvironment is not enough because you also need the right tool in order to characterize the response of each of these populations to a given host targeting agents. That is why, actually, thanks to the support of the NRS, we were able to develop an experimental pipeline consisting on the preparation of human cut liver slices, which are treated ex vivo with a host targeting agent, so selgantolimod in this case, in order to dissociate the tissues and perform single-cell RNA-seq. So the first thing that we were able to appreciate with our model is that this experimental pipeline allows to capture parenchymal and non-parenchymal liver cell populations, which has been quite a particular challenge within our field because hepatocytes are very fragile and sensitive to the dissociation process. Having seen that, we were able actually to validate that TLR expression takes place also in the myeloid compartment, so Kupffer cells in our case. But what was really important to us was, can we use this model in order to acquire functional transcriptomic data? Therefore, we used the 2 signatures that I previously showed you, and we were able to see that indeed treatment with these TLR agonists in our precision-cut liver slices was able to induce the downregulation of these genes associated with the Kupffer cell identity and induce the expression of this variety of genes that are implicated in immune responses, showing that our model is able to acquire functional transcriptomic data during perturbation studies. Next, we also wanted to validate the intercellular communication event that we had seen between Kupffer cells and hepatocytes. And this was also the case because Kupffer cells within our liver slices presented an enhanced expression of IL-6 mRNA, and hepatocytes an enhanced transcriptional activity of signaling pathways associated to the inflammatory response, such as STAT3, which shows that with our model, we can also acquire information related to the indirect effect that these host targeting agents have in the liver microenvironment. And finally, this indirect effect was also present in immune populations that do not express TLR8, for example, NK cells, as observed by the enhanced expression of granzymes, which suggests their activation and illustrates how inflammatory response they can start in a particular cell population and then modulate what is happening in the rest of the liver microenvironment. So with this, I would just like to conclude by saying that we have shown how selgantolimod is able to impair HBV entry into hepatocytes via an IL-6 dependent mechanism. But we have also shown that our combined use of precision-cut liver slices with single-cell RNA-seq represents a practical approach that could be used for the preclinical characterization of novel host targeting compounds. And of course, this is also relevant for basic research because, like I mentioned, we can actually acquire functional transcriptomic data at single-cell resolution in perturbation studies. So I would just like to thank everyone in this project, and thank you very much for your attention.
merci beaucoup pour cette très belle présentation. On a peut-être le temps pour une question. Bien. Bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, la relevance de IL-6, stade 3, c'est aussi pertinent pour les autres virus de hépatite virale chronique. Est-ce que vous avez les chances de regarder sur hépatite C ou hépatite D aussi, s'il en est fait? Oui, en ce moment, on est en train de réaliser des manips pour évaluer l'effet sur l'hépatite D. Probablement, c'est relevant aussi parce que bon, l'entrée des deux virus est vraiment similaire. Donc, nous sommes en train de traiter notre modèle avec les liver slices, avec Selgantolimod, avant de faire l'infection avec hépatite D et voir si on a des résultats similaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Donc, merci à tous les intervenants. On va clore cette session. Il y a une petite pause. Et normalement, on reprenait à 11h, mais je vais voir avec les organisateurs.